On revient sur le premier tour des départementales. On va rappeler les principales données. Le podium se compose de l'alliance UMP et UDI Modem en tête, suivi du Front National. Le PS fermant la marche. La gauche devrait perdre quelques dizaines de départements. La recomposition politique est-elle en marche? Quelle solution pour le PS en vue de 2017? L'alliance UMP-UDI est-elle pérenne? Le Front National est-il le grand vainqueur? Où sont passés les écologistes? Voilà quelques-uns des thèmes sur lesquels vont plancher nos éditorialistes. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord François Dorcival de Valeurs Actuelles. Bonsoir. Karl Meus du Figaro Magazine. Bonsoir. Et Michel Soudet de Politis. Bonsoir. On va commencer avec l'UMP et l'UDI, puisque si on en croit les chiffres qui ont eu un peu de mal à nous arriver hier soir, faisons notre mea culpa, arrive en tête. Eh bien, depuis hier soir, il y a eu beaucoup de commentaires qui sont un petit peu revenus sur l'impression première. Nicolas Sarkozy avait en partie gagné son pari. Depuis, nouveaux éléments. Par exemple, on vous en parlait dans le journal de 21h, ce meeting de Alain Juppé qui défend sa ligne d'alliance avec les centristes. Ça fonctionne, dit-il, et il ajoute le nini prôné par Sarkozy, eh bien, c'est pas une bonne chose, et ce fameux nini est remis en cause également par l'UDI et le Modem. Ça tombe mal, l'UMP avait passé une alliance avec eux. Alors, quelle ligne va devoir suivre l'UMP? À droite ou bien au centre? Allez, qui se lance? Karl Meus. Écoutez, la ligne de l'UMP, elle est claire, puisque pour ces élections départementales, il y avait l'alliance avec l'UDI et le Modem. Et cette alliance-là, c'est une alliance qui a été relativement gagnante, puisque ça permet à ce bloc, maintenant, comme on dit, le bloc de droite, d'être en tête de l'élection. S'il y a une leçon à tirer de ce premier tour, c'est qu'à gauche comme à droite, s'il n'y a pas d'unité, c'est l'élimination dès le premier tour. Et ça sera valable pour 2017. C'est ça que les dirigeants de l'UMP et du PS ont compris. C'est-à-dire que si l'UMP n'avait pas été allié avec l'UDI dans la grande partie des cantons tels qu'ils l'ont fait, eh bien c'est eux qui seraient éliminés aujourd'hui. Là, on parle du PS dans 500 cantons. Sur ces 500 cantons, vous regardez bien, si l'alliance avait été faite avec les Verts et avec le Front de gauche, le PS était devant. Ça, c'est la tambouille politique, mais sur le fond... c'est de la réalité électorale aussi. Oui, aussi, mais pour l'UMP, la question de fond se pose. Est-ce qu'on peut tenir un discours très droitier en s'alliant avec le centre? Oui, ça a déjà été fait. En 2007, Nicolas Sarkozy a gagné avec ce discours-là, où il avait à la fois un discours où il en appelait au man de Jaurès, on s'en souvient, ça faisait suffisamment hurler à gauche, et en même temps, il réclamait un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Et à l'époque, les centristes, en partie, le soutenaient. François Dorcival. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait dans la dernière semaine de campagne, Nicolas Sarkozy. On l'a bien vu. Ses derniers discours étaient exactement dans cette ligne-là. Alors maintenant, est-ce que c'est important que l'UMP dise c'est ni Front républicain, ni Front national, et que l'UDI ou le Modem disent nous, c'est exclusivement contre le Front national, donc c'est Front républicain? Non. Ça n'a strictement aucune importance. Et même, cela permet d'avoir toutes les cartes en main. Vous voulez jouer comme ceci? Allez-y. Vous voulez jouer comme ça? Allez-y. Et en réalité, l'électeur de droite, lui, fait ce qu'il a envie de faire. Point. Mais ça renforce un peu l'UMPS. Et c'est pour ça que, évidemment, l'UMP se défend du Front républicain. Parce que si elle adoptait uniquement le Front républicain, le Front national continuerait de tirer à boulet rouge. Et d'ailleurs, que dit le Front national aujourd'hui? Attendez, mais il y a des responsables UMP qui disent de voter socialiste. Donc on voit bien que ça les gêne que l'UMP ait adopté le nini. Et c'est pas nouveau. Et c'est pas nouveau. Et c'est pas fini. Je suis d'accord sur le fait que ça a peu d'importance sur les électeurs qui, de toute façon, maintenant, écoutent peu les consignes électorales, d'où qu'elles viennent et quels que soient les partis politiques. Les électeurs sont informés, ils sont instruits et ils en font qu'à leur tête. Maintenant, là, on est dans le jeu complètement politicien et c'est regrettable que ça anime... finalement l'essentiel du débat, parce qu'on ne voit pas, en restant là, on ne voit pas très bien ce qui se joue véritablement derrière. Je crois que, puisque vous en parliez, l'UMPS, c'est malheureusement le projet politique de rechange
d'une partie du Parti socialiste, notamment autour de Manuel Valls et de Jean-Marie Le Guen. J'en veux pour preuve la note que Jean-Marie Le Guen a écrite pour lutter contre le Front National, une note pour la Fondation Jean Jaurès, où il a ce cri du cœur, en quelque sorte très révélateur, où il dit, au fond du fond, finalement, l'UMPS, c'est la République. Ce qui exclut en plus les autres forces de gauche. Et là, on est dans une recherche finalement à l'européenne. Et le tripartisme convient très bien à un mode de gouvernance qu'on trouve dans la plupart des autres pays européens, où on a, pour s'opposer à un diable, on arrive à avoir un gouvernement finalement assez central sur les mêmes orientations. Et c'est ce qu'on voit depuis 2012, où François Hollande, finalement, après avoir disqualifié la politique de Nicolas Sarkozy pour prendre le pouvoir, la réhabilite en l'appliquant. Il y a quand même une grande nouveauté, parce qu'on aborde un peu le thème, et c'est ce qui ressort de beaucoup d'éditoriaux ce matin. Il y avait eu La Nuit qui était passée par là, ils avaient sans doute les idées un peu plus claires, mais on se retrouve, c'est inédit sous la Ve République, avec 3 blocs. 3 blocs, oui. En fait, on voit bien que le Parti socialiste et les dirigeants du Parti socialiste ont besoin de montrer les 3 blocs. Pourquoi le Premier ministre dit-il 28 alors qu'on affiche 21 comme score électoral? On voit bien qu'il a besoin de faire des additions, et tout ça est évidemment dans la perspective de 2017. Tout le monde parie là-dessus en ce moment. Marine Le Pen, naturellement, mais Nicolas Sarkozy aussi, et à travers ses primaires, et enfin François Hollande et Manuel Valls. Et alors, vous avez ces 3 blocs autour de 28, 29, 25. Mais ce qui est vrai au départemental, donc, est prévu pour la présidentielle, mais ça ne va pas se passer de manière aussi simple que ça, naturellement. Mathématiques, Manuel Valls et François Hollande, est-ce qu'ils se rassurent en additionnant tous les blocs de gauche et en se disant, si on additionne tout, on arrive en tête, C'est la formule de Bruno Le Maire qui dit « Hollande plane ». Il plane effectivement en rêvant aujourd'hui qu'il est à 28. S'il était à 28, le Parti socialiste serait à 28. Or, nous, dans la situation d'un premier tour, il est à 21 et il est 3e. Donc, il faut effectivement... La gauche est partie très divisée pour l'élection. Peut-être que ça ne se passerait pas comme ça pour la présidentielle. Et pourquoi est-elle divisée? Parce que la politique du gouvernement l'a divisée. Sans ça, ça ne serait pas le cas. À droite, en revanche, Alain Juppé dit « ma stratégie sont les 30 tristes ». Le problème, c'est que c'est Nicolas Sarkozy qui l'applique. Le patron, c'est Nicolas Sarkozy, c'est pas Alain Juppé. Et celui qui, dimanche prochain, bénéficiera du passage de département de gauche à droite, ce sera Sarkozy et pas Alain Juppé. Donc, qui est le responsable de la stratégie? C'est toujours la question qu'il faut se poser. Bon, quelques secondes pour terminer. On va redonner la parole à Carmeuse, il n'a pas beaucoup parlé. On s'aperçoit, il y a eu les toutes premières études qui ont été faites quand même, que le gros des voix gagnées par le Front National, c'est le cœur de l'UMP. Oui, enfin en même temps, à partir du moment où... Notamment dans les zones où il était peu implanté, la Normandie notamment. Oui, alors, en Normandie, il y a tout un vote rural. D'ailleurs, on le pressentait au moment du Salon de l'agriculture. Il s'est confirmé, tout un vote d'agriculteurs qui se sentent délaissés, toute cette France périphérique qu'a totalement démontré Christophe Guilly. Mais il y a aussi une énorme part d'électorat de gauche. À partir du moment où des bastions du Parti socialiste, comme le Pas-de-Calais ou le Nord, sont en train de basculer avec un FN qui est, dans certains coins, à plus de 40%, c'est pas de l'électorat UMP. Là, c'est vraiment de l'électorat ouvrier, de l'électorat de gauche. On fait une pause, un petit... Et on poursuit notre débat. On s'interrogeait il y a quelques instants sur la ligne de l'UMP, au centre, à droite toute. On va s'interroger sur la ligne pour le Parti socialiste, notamment pour 2017. Quels alliés après les résultats d'hier? Est-ce qu'il y a une potion magique pour François Hollande? Non, à partir du moment où il ne veut pas changer de politique, où il affirme qu'il maintiendra la ligne, il n'y a pas de solution miracle. Il est dans la seringue et il va à la défaite. D'ailleurs, la défaite, elle était déjà là dimanche,
pour le Parti socialiste. Et c'est uniquement par un tripatouillage des résultats par le ministère de l'Intérieur qui... Pas dans les chiffres, hein, ils n'ont pas... non, pas dans les chiffres, mais dans... ils ont redessiné administrativement le paysage politique en faisant passer sous des étiquettes des gens qui s'opposaient à la politique du gouvernement. Et notamment, c'était toute l'histoire des fameux divers gauches. Pour prendre juste un exemple, dans un canton très proche de Paris, il y avait... un conseiller général sortant, socialiste, maire, qui avait face à lui une candidature Europe Écologie Les Verts, parti de gauche. C'était divers gauche. Ils ont fait un score tout à fait confortable à 15%. Ensuite, il y avait aussi le Parti communiste allié à un PRG. C'est aussi classé divers gauche. Donc, totalité. Ce maire peut se targuer de 26, plus 15, plus 5. Et voilà comment on arrive à des résultats dont le Premier ministre peut ensuite se targuer. Oui. Non, mais c'est vrai. La question qui est posée, c'est que le tripartisme, c'est très très bien au départemental, ce sera parfait au régional, mais à la présidentielle, ça ne marche pas. Ou plus exactement, on a un premier tour avec tous les candidats qui veulent, mais au second, il n'y en a que 2, comme l'a rappelé tout à l'heure Karl Meeus. Cela signifie pour Hollande, pour se qualifier, qu'il faut en effet qu'il ait ses 28. Et donc, sa stratégie, elle est là. C'est comment faire pour dissuader les petits candidats de se présenter au premier tour à gauche. Autrement dit, comment faire? Certes, il aura Mélenchon, le Front de gauche, le Parti communiste, et une partie des Verts contre lui, mais ça fait du 9 ou 10%. La question, c'est de monter à 15% avec une addition de petits candidats. Et c'est ça qui va être toute sa politique, c'est comment faire pour dissuader cela, à commencer par diviser les Verts. Et donc la très grande probabilité est que, à l'issue de ces départementales, il va remanier son gouvernement pour pouvoir faire entrer des Verts qu'ils ne le méritent pas vraiment, puisqu'ils ont fait 2%, ils ont divisé par 3 leur score depuis les européennes. Donc justement, non, ça c'est faux, c'est archi faux. Enfin bon, bref, moi je me tiens, mais d'accord, mais je me tiens aux chiffres du ministère de l'Intérieur. Mais je sais que vous les contestez. Pour parler des Verts, est-ce que justement c'est pas une bonne chose pour François Hollande ce faible score, alors après qu'on peut toujours relativiser, oui, parce que les Verts n'ont pas le poids suffisant pour poser les conditions dans un maniement. Sauf à la présidentielle. Ici, c'était très bien, puisque les 12,5% des inscrits qu'il fallait pour aller au second tour, cela excluait tous les partis secondaires. Ça, c'est clair. Et ils l'ont fait pour ça. Pour le Front National, pour le Front de gauche, pour les Verts. Ils y ont réussi. Mais quel élan pour les Verts mais avec attention, un score pareil. ça ne signifie pas qu'ils ne les auront pas à la présidentielle. Or, il faut l'empêcher. Sans quoi, et si Hollande sera disqualifié. Là où je suis assez d'accord avec Michel Soudet, peut-être pas aussi, de manière aussi virulente, c'est qu'en fait, les chiffres d'Europe Écologie Les Verts, c'est 2% au niveau national. Sauf qu'on le sait, ils n'avaient pas de candidats partout, puisque c'était une stratégie totalement volontaire. Enfin, je parle sous le contrôle de Michel Soudet. Ils ont même retiré 670 candidats dans 670 cantons pour ne pas gêner le PS parce qu'il y avait un risque Front National ou droite trop forte. Et au fond, ce que dit Europe Écologie Les Verts, c'est que là où ils étaient candidats, avec le Front de gauche, alors là, c'est entre 8 et 15%. Donc on voit bien là que du coup, la configuration n'est plus la même. Quand on dit effectivement c'est l'intérêt du Parti socialiste, les Verts ça pèse que 2%, vous voyez bien que cette stratégie est un échec, c'est le même score qu'Eva Joly à la présidentielle. Allez, revenez avec nous, aucune autre alternative n'est possible. Si vous prenez les chiffres, 8-9%, c'est le même score que les Verts aux européennes, ou 15% associés au Front de gauche. Là, vous vous dites, tiens, il y a une alternative. Alors, c'est pas Syriza, c'est pas une alternative gagnante à 40%, mais il y a peut-être quelque chose. C'est-à-dire que quand il y a une offre électorale différente, les électeurs, dans certains coins, alors peut-être c'était des coins très choisis, pour lesquels il y avait déjà une implantation pouvait des y avoir, écologistes. voilà, par exemple Grenoble, il faut un score plus élevé. Mais
Bon, on ne peut pas empêcher non plus les gens de faire de la politique. Manuel Valls en fait en disant qu'ils font que 2%, les Verts peuvent en faire en disant qu'ils font 9%. Et au fond, c'est tout le problème du Parti socialiste, si vous me permettez cette comparaison, c'est qu'au fond, hier soir, on avait l'impression qu'ils étaient un peu comme l'équipe de France de rugby après son match contre l'Angleterre. Quand vous les écoutiez, c'était formidable, ils avaient marqué 5 essais, c'était merveilleux, ils avaient mis 35 points. Sauf que le résultat final, c'est qu'ils avaient perdu. Ils avaient encaissé 7 essais et il y avait eu 55 points. Parti socialiste, c'est pareil. À les entendre dimanche soir, c'était au fond, on nous promettait une déculottée, on n'a eu qu'une raclée, c'est merveilleux. Oui, sauf que dimanche soir, qu'est-ce qui va se passer? Mais les électeurs de gauche qui sont déçus par la politique du Parti socialiste, ils ne se dirigent pas massivement vers les écologistes et le Front de gauche. Non, ils se sont abstenus, dans une grande proportion. Ça, on pourra croiser, mais au fond, le principal écueil pour François Hollande et pour les socialistes, c'est l'abstention, et ensuite l'offre alternative si elle est jugée crédible. Le problème stratégique pour le PS, on peut aussi le prendre dans d'autres exemples. Il y avait quand même quelques cantons où les écologistes étaient alliés au Parti socialiste dans des binômes. Bon, qu'est-ce qu'on constate dans ces cas-là? Parce que le mode de scrutin initialement pensé par Manuel Valls a créé des binômes, ce n'était pas pour la parité, c'était pour contraindre les autres forces de gauche de passer des accords, et parce que là, ils étaient obligés s'ils voulaient avoir des élus. Ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché parce que même quand ça a été fait, ce que constatent les écologistes, c'est que le score paraît correct, 26-27%, en moyenne. Mais dans ces cas-là, il n'y a plus de réserve de voix. Donc comment aller au deuxième tour ? Allez, on va parler d'un parti qui, lui, était présent dans quasiment 9 cantons sur 10, le Front National. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que sa zone d'implantation s'est renforcée. On va voir la carte. Il y a bien sûr le nord, le nord-est, un grand quart sud-est, et puis de nouvelles zones qui émergent comme la Normandie. Est-ce que la grande victoire du Front National aujourd'hui, c'est pas celle-là, c'est-à-dire au-delà du score, plus de 25%, c'est surtout cette implantation locale qui se renforce, notamment dans des zones où il était complètement absent? Oui, c'est-à-dire la généralisation. Mais cette généralisation, ce qui est intéressant, c'est que tous les candidats Front National qui se présentaient partout sur, en gros, les mêmes bulletins de vote, vous aviez leur photo, leur nom et Marine Le Pen. Point. Vous ne saviez rien de ces candidats. En revanche, vous saviez qu'il représentait dans ce canton Marine Le Pen. L'intelligence de Marine Le Pen, en effet, c'est d'avoir incarné une campagne nationale et de mettre du monde partout. Parce que ce monde-là, il y aura des élus et ils vont apprendre. Maintenant, quand vous regardez le total des voix de Marine Le Pen, elle gagne 260 000 voix depuis les européennes, puisque de toute façon, pour elle, elle nationalise entièrement le scrutin. Mais elle fait finalement 4 950 000 voix. 4 950 000 voix. À la présidentielle de 2012, elle a fait 6 400 000. Oh, mais il y avait un taux de participation plus élevé aussi. Et naturellement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a encore une marge. La question, c'est la marge suffisante pour aller au second tour de la présidentielle. Karl Meus. Oui, on s'est focalisé toute la soirée d'hier sur le thème le Front National n'est pas le premier parti de France, c'est pas ça le plus important. La comparaison, elle doit se faire non pas avec des sondages et le résultat électoral, c'est avec le résultat électoral de 2011. À cette époque, le Front National avait 0 élu. Et 15%. Et il faisait 15%. Mais ils se présentaient que dans 2 tiers des cantons. Oui, voilà. Et aujourd'hui, ils étaient dans plus de 90% des cantons et ils font 4,9 millions de voix. Et ils ont 8 élus dès le premier tour. Et on sait qu'ils en auront évidemment plusieurs dizaines de plus. Donc c'est ça qui est le plus frappant. Donc toute cette polémique sur c'est pas le premier parti de France, on a réussi à les passer devant, c'est assez dérisoire. Parce que la réalité, elle est là. C'est, comme l'a dit François Orcival, un ancrage. Et ce qui est le plus frappant, c'est de voir que c'est dans les mairies qu'ils ont conquis l'année dernière qu'ils améliorent encore plus leur score. Vous vous souvenez, la dernière fois qu'ils avaient conquis des mairies en 95, dès l'année suivante, total. Ça avait été un échec, Marignane, ça avait été des... Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas entendu de polémique sur la gestion des mairies. Les sondages montrent que les Français, où le FN dirige les mairies, sont plutôt contents. Il y a eu ces sondages-là. Ouais. Michel Soudet, sur ce score du Front National, est-ce que vous avez la même analyse Oui, de toute façon, j'ai longtemps pratiqué le Front National comme journaliste rubricard. Et c'est leur meilleur score dans une élection locale, indéniablement.
elle a joué la nationalisation du scrutin, je suis d'accord. Elle a pu le faire parce qu'elle a bénéficié d'énormes complicités. Et là, effectivement, des complicités, tout le monde s'y est mis, y compris au niveau du Premier ministre, mais avant ça aussi dans les médias. Parce que quand Philippot venait et disait sur à peu près toutes les chaînes, nous, au moins, nous menons une campagne où nous parlons des vrais sujets locaux, etc. etc. Je vous amène là un document de 8 pages qui était distribué dans toutes les Hauts-de-Seine. C'est le même et partout. On avait dedans, par exemple, un paragraphe « Service public et ruralité, notre priorité ». La ruralité dans les Hauts-de-Seine, excusez-moi, c'est se foutre de la gueule du monde. Et non, après, il y a un autre sujet quand même très intéressant, c'est qu'il a été question dans cette campagne à plusieurs reprises. Et là, on voit qu'on a un électorat qui est prêt à voter n'importe quoi. On a souvent montré des dérapages de candidats du Front National. Ça n'a eu aucun effet sur le vote. Pire, un candidat a été mis en examen le 6 mars pour enregistrement, détention, diffusion d'images à caractère pédopornographique. Ah oui, mais attendez, ça, c'est pas attendez, non, mais parce que là, on va pas... On est plus pour le temps, on arrive à la fin. Ils ont enlevé les bulletins de vote. Ce monsieur, il a fait 19%. 19%. Les électeurs sont prêts à voter pour n'importe qui. On arrive à la fin. Très, très rapidement...